Bonsoir à tous, tous mes voeux de bonne et heureuse année pour 2025, en vous souhaitant d'abord, bien entendu, la santé, mais aussi plein de satisfaction en tout genre et avant tout culturelle. Et bon, à notre modeste niveau, j'espère que l'association vous donnera satisfaction avec toutes nos conférences, visites, etc., que nous vous proposons cette année. Sachez d'ores et déjà, pour ceux et celles qui auraient oublié ou qui n'auraient pas lu les brochures, que le 22 janvier prochain, nous organisons une visite à la Manufacture Bernardaud pour découvrir ou redécouvrir les pièces de l'exposition d'été, exposition qui va se terminer fin mars. Donc ceux et celles qui sont intéressés peuvent s'inscrire. Il est nécessaire de s'inscrire parce que nous avons un nombre limité de places, le plus vite possible auprès de l'association pour donc le 22. Le 22, c'est exactement dans 8 jours, donc mercredi 22, à 14h, pour être très précis, devant la Manufacture Bernardaud. Voilà. Nous avons ce soir le plaisir de retrouver Thomas Ira, retrouver parce que tout simplement Thomas est un habitué des conférences. J'ai regardé un petit peu quand nous l'avons eu la dernière fois, ça passe vite quand même. C'était en décembre 2022 sur la fabrique Baignol et son historique. Et j'aurais juré qu'on l'avait vu depuis, mais nous le voyons souvent au Cassot. Donc en fait c'est l'impression, voilà. On est très heureux de le retrouver, et en plus sur un sujet qui est passionnant, qui suscite l'intérêt de beaucoup de Limougeaux et de Limousin, la renaissance du four à Vilan. Et je ne saurais insister sur le fait que sans l'association des Cassots, il est très probable que ce four aurait connu une destination assez funeste. Donc nous n'avons plus que 5, je crois de mémoire qu'il y en avait 132 à l'origine. Donc vous imaginez combien ce four est cher à notre histoire. Et en plus, le four Théodore Avilan, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc c'est un grand plaisir de le voir renaître. Sachez que hier, bon, le four, bon, Thomas va nous raconter tout ce qui a été fait ces dernières années. Mais sachez que hier, très modestement, au niveau du CA de l'association, nous avons décidé de donner symboliquement 1 000 € pour la rénovation du four pour l'année 2025. On verra ensuite si on peut continuer l'effort, mais c'est un petit geste. Et sachez que je crois qu'en fin de conférence, Thomas vous proposera également de faire la même chose à titre individuel et éventuellement donc de participer à la restauration et à la rénovation de ce four, sachant que vous avez 66%, je pense, de déduction fiscale sur l'ensemble de vos dons. Voilà, je vous laisse avec Thomas. Sachez quand même qu'on démarre fort l'année. On aura un beau mois de février avec le 4 février Florence Litine, vraiment une belle date. Et le 25 février, on aura également un deuxième grand rendez-vous avec les chambellans Limougeaux et le pâte sur pâte, deuxième volet avec Jean-Marc Reynaud. Donc n'oubliez pas ces rendez-vous, ainsi, mais on aura l'occasion de vous en reparler, de notre première petite visite ou escapade hors du Limousin, qui sera sur Poitiers à la fin février. Voilà, bonne soirée, les questions comme d'habitude à la fin, et à vous, Thomas. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un sujet qui évidemment me tient
à cœur. C'est avec beaucoup de plaisir et une certaine émotion, je dois l'avouer, que je vous présente ce sujet, puisque si l'on remonte quelque temps en arrière, je dirais 6 ans, je ne m'attendais pas à proposer un tel sujet avec les illustrations que nous allons parcourir ce soir. Donc je pense que nous pouvons être satisfaits de ce résultat, vous allez le découvrir avec moi. Je me souviens, en démarrant cette conférence, des mots de M. Madjaref à la DRAC qui me disait, vous savez, à Limoges, pour qu'un projet naisse, c'est 10 ans. On a fait 6 ans, je pense que c'est pas mal, même si c'était pas une course, mais je pense que le résultat est assez satisfaisant en temps et en qualité. Alors évidemment, le four Haviland, rien que le nom vous parle, le nom Haviland parle à tout le monde. D'ailleurs, je tiens à mettre quelque chose au clair dès le commencement. Il y a ceux qui disent Haviland, ceux qui disent Haviland. J'ai entendu le président à juste titre dire Haviland et c'est parfaitement correct. Moi, je fais partie de ceux qui disent Haviland parce que Charles et Théodore, américains, du moins avec la double nationalité, parlant anglais à la maison, devaient probablement le prononcer Haviland avec le D à la fin. Donc, je reste de cette école-là, mais il n'y a évidemment aucune faute dans un sens ou dans l'autre. Ce four, vous en avez probablement entendu parler par voie de presse, etc. Donc nous allons diviser la présentation en 2 temps. Le premier temps sera consacré à redonner corps un petit peu à ce site industriel, cette usine Théodore, et ensuite parler du chantier, des évolutions du chantier et tout ce qu'il a fallu mettre en place justement pour y arriver. Donc on ne peut pas commencer le four Haviland sans parler du personnage évidemment qui est derrière, et il s'agit de Théodore. Alors je fais appel à vos souvenirs de décembre dernier sur la brillante présentation d'Antoine Dalbis sur la famille Haviland justement, où vous vous souvenez de la brouille, de la guerre on pourrait dire même, qui éclate au décès donc du père David Haviland entre Charles-Édouard et Théodore. Théodore qui s'occupait donc de, majoritairement en tout cas, de la commercialisation des produits sur le marché américain, regagne Limoges et va décider d'implanter sa propre usine, en plus de l'usine historique Haviland et compagnie qui était avenue du Crucifix, aujourd'hui en lieu et place du centre commercial Saint-Martial. Cette usine, Théodore Haviland, va énormément compter dans le paysage, non seulement en termes de production, mais en termes d'équipement, d'outils, et évidemment les fours, nous le verrons en détail. Mais la temporalité de la construction de cette usine est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les années 1890. Et dans les années 1890, nous sommes en plein engouement autour de nouveaux outils. Les calibreuses forts tournent à plein régime, les fourrons à flamme renversée, comme le modèle des Casso et d'autres modèles, tournent également à plein régime. L'industrie atteint vraiment des sommets en termes de production et de productivité. Alors construire une usine à ce moment-là, évidemment, c'est s'aligner sur ce qui est en présence, les forces en présence de l'outillage, mais c'est essayer également d'innover pour ne pas reproduire ce qui existe déjà chez son frère dans une usine, on va dire, compétitive, la plus grosse qui existait à Limoges en termes d'outillage, mais qui était un petit peu en déclin sur la toute fin du 19e siècle. Alors Théodore va essayer de compléter un petit peu tout ça. Ce portrait de Théodore Haviland, ici, il est extrait d'un numéro du Limoges Illustré du 15 janvier 1904. Et vous voyez, donc, il est écrit « Monsieur Théodore Haviland » et le haut que vous apercevez à côté, c'est pour officier de la Légion d'honneur, dont Théodore Haviland est bénéficiaire donc, depuis 1886. Cet article du Limoges Illustré de 1904, nous y reviendrons tout à l'heure, il est assez intéressant pour bien comprendre l'usine et donner corps également au four. Il intervient au moment où Théodore est promu justement chevalier de la Légion d'honneur en 1904. Donc voilà un portrait déjà du protagoniste. Cette carte postale, vous l'avez déjà peut-être vue, il s'agit d'une représentation dessinée et comme souvent un petit peu exagérée de l'usine de l'époque, mais projetons-nous, il est quand même intéressant de constater la fierté qu'ont les Limougeois à l'époque de dessiner des usines pour les envoyer dans la France entière, dans l'Europe entière, voire au-delà. C'est-à-dire la fierté des usines présentes dans notre paysage et de leur capacité de production. Les plans ici sont assez justes, nous allons le voir après. Regardez globalement l'allure de l'usine et surtout, très important, la disposition des fours. Donc vous avez
ici les lignes de four à porcelaine. Vous avez tout ce bâtiment qui était la concentration des ateliers de décoration, nous allons voir. Et on aperçoit de temps en temps des cheminées un peu plus hautes que les autres. C'était des cheminées soit pour la production de réfractaires, mais globalement, les cheminées de four à porcelaine sont ceux avec les extensions qu'on appelle des lanterneaux pour les meilleures souffleries qui sont ici. Les cheminées que nous apercevons là, nous y reviendrons également rapidement, ce sont les halles de moufles, les fours pour la décoration. Et regardez bien où était l'entrée également de l'usine sur, à l'époque, ce qui était l'avenue de Poitiers et qui devient ensuite l'avenue Émile Labussière, comme on la connaît encore aujourd'hui. Donc voilà globalement le plan de cette usine, qui prend place dans un quartier où, à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Je renvoie à la publication de Michel Toulet pour l'association Renaissance du Vieux-Limoges qui a fait un travail remarquable de recherche sur le quartier du Maloubier. Ce quartier, c'était globalement une petite dizaine d'habitations et de fermes jusqu'au milieu du 19e siècle. Ce sont véritablement les usines qui petit à petit vont s'installer et structurer, pour ne pas dire urbaniser le quartier. D'accord ? Donc Théodore Haviland prend place vraiment dans un quartier de la ville, au bord de la route de Paris. Certes, le stratège, c'est d'être à côté des voies de passage pour importer des matières premières ou exporter ensuite le produit fini, mais on est vraiment à la sortie de la ville, ou du moins des cœurs historiques, même déjà à l'époque. Voilà des plans, il en existe plusieurs, mais j'ai sélectionné ceux-là pour que nous comprenions un peu mieux comment cette usine était organisée. On retrouve sur le plan en bas, enfin sur la gauche, pardon, les grandes lignes que nous venons de voir auparavant, c'est-à-dire les ateliers de décoration ici. Et vous voyez ce bâtiment en U, si je remonte rapidement, hop, on retrouve ce même bâtiment en U ici, d'accord ? Et vous avez au-dessus un bâtiment que je vais baptiser le bâtiment de l'innovation. Parce que c'est là-dedans que Théodore va innover énormément au travers de nouvelles formules, techniques, construction de fours. Vous avez donc en bas, ici, les fours ronds classiques, les fours ronds à flamme renversée, comme il en existe chez William Guérin, chez Haviland et compagnie, chez GDA, etc. C'est l'outil indispensable à cette période-là. Mais Théodore innove. Et je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ce sont de drôles de plans de fours parce que quand Théodore décide de bâtir cette usine en 1893, il est passé un an, très brièvement, dans la petite manufacture de la Pépinière, qui était rue Neuve-des-Carmes, qui va devenir ensuite la manufacture Bois-Bertrand. Pour vous situer, c'est en lieu et place aujourd'hui du restaurant La Table du Couvent, qui était un ancien couvent, donc laissé pour compte après la Révolution, et qui va devenir une manufacture, et ensuite cette manufacture va être divisée en deux. Il va y avoir la manufacture Rouchot, la Massiaude, pour la fourniture de produits industriels autour de l'industrie céramique, et donc la manufacture ensuite baptisée La Pépinière. Théodore Haviland y passe un an et demi entre 1892 et 1893, on va dire pour faire ses armes, avant donc que les chantiers ne permettent une réelle ouverture ici, donc en 1893. Les fours qu'il construit là sont des modèles de fours d'un ingénieur, on pourrait dire le suiveur de Minton, c'est Minton qui est à l'origine des flammes renversées. Ici, il s'agit de Lewis, qui est un ingénieur anglais, un spécialiste des problèmes, on va dire, thermiques à l'époque. Et vous avez deux fours de modèle Hoffman. Les fours Hoffman sont connus pour retraiter un circuit de chaleur. Théodore Haviland fait partie vraiment des premiers à critiquer la perte d'énergie dans l'industrie céramique sur la seconde moitié du 19e siècle. Il se fustige auprès de la plupart des fabricants parce que c'est beaucoup de consommation énergétique, beaucoup de travail pour atteindre les 1350, 1400 degrés nécessaires à la transformation de la porcelaine. Et tout ça part en gaz, en chaleur, dans l'atmosphère. Donc il essaie de trouver des solutions pour récupérer justement ces circuits de chaleur et qu'un four en alimente un autre, qui en alimente un autre, etc. Ça fait des décennies que de nombreux ingénieurs se penchent sur le sujet, mais les premiers fours véritablement construits avec cette réflexion à Limoges sont ceux-là, ces deux-là. Vous voyez ici un modèle assez classique de four Hoffman, vous voyez sur une longueur, d'environ 30 mètres de long sur 8 mètres de large, avec différents foyers qui se renvoyaient la chaleur. Et un modèle un peu plus innovant encore, qui est ici, où il a construit 6 fours ronds traditionnels reliés à une cheminée centrale. Donc, en essayant, si vous voulez, de système de coursive de température pour alimenter, ainsi de suite, les différents fours.
On a malheureusement peu d'archives, en tout cas j'en ai pas trouvé, sur les sorties de ces fours-là. On sait que cette usine, par contre, est sans arrêt en travaux, en constante évolution, on pourrait dire, de son ouverture en 1893 jusqu'à peu près le début de la Première Guerre. C'est-à-dire il y a sans arrêt des travaux, extension de bâtiments, modernisation de l'atelier de décor, etc. et des changements de fours, construction de fours, etc. Le four à Villande, dont on va parler après, notre protagoniste, lui, n'existe pas encore sur ces plans. C'est un agrandissement qui aura lieu en 1906. Et on va le classer dans les fours, on va dire, traditionnels, fours ronds à flamme renversée. Donc voilà quand même des plans qui nous permettent de comprendre un peu mieux la vision technique du personnage, Théodore à Villande, et l'emprise foncière de cette usine à l'époque. Un document que vous avez probablement déjà vu, nous puisons tous dans le catalogue de Théodore à Villande en 1912, un riche catalogue d'illustrations qui montre les ateliers, le personnel, etc. On retrouve Théodore à Villande au centre ici, accompagné de, probablement en tout cas, d'administrateurs, de chefs comptables, etc. Une seconde photographie, plus large, probablement avec les contremaîtres et chefs d'atelier. Peu de femmes, je crois qu'il y en a 5 ou 6, quelques jeunes gens également, donc on va dire assez relatif à l'époque. J'attire votre attention sur le lieu de photographie. Regardez, on est entre une palissade et le mur de la manufacture. Photographier visuellement ce cliché, nous y reviendrons tout à l'heure. D'autres exemples de photos sur lesquels je ne m'attarderai pas puisque ce catalogue est consultable de plusieurs façons, mais quand même très riche en analyse. Il faut toujours regarder à la loupe un petit peu ces photos. Il y a souvent des détails qui passent. Ici, le grand atelier de décalque pour la chromolithographie. Ici, une photo que j'affectionne particulièrement dans le catalogue, l'encastage, l'atelier de gazetterie, c'est-à-dire on protégeait les porcelaines dans ces fameuses gazettes, d'où le terme d'encastage. Avec cet enfant qui a probablement 8-10 ans qui est ici. Le catalogue est de 1912, on est pourtant 20 ans après la loi qui interdit d'embaucher des enfants de cet âge-là dans les ateliers. Et preuve en est, une grande partie de la population locale est encore bien contente de faire embaucher ses enfants pour participer justement aux charges du foyer. Ici, les grands séchoirs et ici, le magasinage avec les stocks avant expédition. Une vue, pardon pour la qualité approximative, nord-nord-est de l'usine, qui est très importante, vous le devinez, parce qu'on voit un peu mieux, un peu plus l'emplacement des fours. Alors on aperçoit des grandes cheminées, celle-ci n'est pas à prendre en compte puisqu'il y avait donc une production de briques qui était derrière l'usine. L'usine avait sa propre production de briques, nous y reviendrons également, et on aperçoit les lignes de fours ronds. Le four à Villande, notre protagoniste, c'est celui-ci exactement. Voilà. Et vous voyez les bâtiments, les longueurs et les usines, l'entrée de l'usine de l'autre côté. Des cartes photos également qui ont été prises sur l'avenue de Poitiers, avenue Émile-Labussière, pareil, à passer au peigne fin pour regarder si on aperçoit des détails. En l'occurrence ici on aperçoit l'usine qui est au fond de cette perspective. Et à travers les arbres justement, ici vous voyez une cheminée, celle qui était complètement à gauche et cheminée pour four réfractaire. Celle-ci, qui est très intéressante également, parce que c'est rare qu'on ait cette perspective sur l'avenue de Poitiers, on aperçoit la passerelle ferroviaire de la ligne des Charentes, qui est juste là, et plein axe, une cheminée de four. Probablement pas le four à Villande, encore une fois, qui était un peu plus à gauche. Aujourd'hui, c'est difficile avec les constructions modernes qui sont dans cet axe. On a essayé évidemment d'analyser toutes ces photos pour voir si c'était lui ou pas. Là, c'est probablement juste son voisin de droite. Cependant, sur celle-ci, eh bien, il y a de fortes chances que la cheminée qui ressorte là soit celle de l'actuel four à Villande. Là, la perspective est intéressante parce que le photographe qui a pris ce cliché est probablement monté sur la statue de Carnot qui existait à l'époque sur cette place Carnot et qui sera fondue durant la Seconde Guerre mondiale. Mais un détail également quelque peu exagéré, l'entrée des ouvriers à l'usine Théodore à Villande. On ne peut pas véritablement parler de l'entrée de l'usine depuis le milieu de la place Carnot, mais il faut s'imaginer quand même la vie qui existait dans ce quartier et les déplacements de ces centaines, ces milliers d'ouvriers. Nous y reviendrons, mais en 1904, l'usine Théodore à Villande comptait tout de même 1200 salariés.
Je profite de cette vue, vous le voyez de temps en temps, je le laisse volontairement, le petit cartel en bas, Photothèque Paul Colmar, pour saluer mon ami Paul Colmar, qui depuis plus de 10 ans maintenant nous met bénévolement à disposition toute sa photothèque pour des conférences, des ouvrages, etc. Il n'y a pas, on va dire, un ouvrage ou un projet culturel ou patrimonial sur Limoges qui ne sollicite pas Paul Colmar. Voilà une photo intéressante qui est issue du Limoges illustré de 1904 dont je vous parlais tout à l'heure. En 1904, Théodore est donc promu chevalier de la Légion d'honneur. De fait, il organise une célébration dans l'usine. Il convie les 1200 salariés. 1200 personnes à table dans l'usine. Comment est-ce qu'ils ont fait? On l'apprend dans l'article. L'article est en ligne sur la plateforme Gallica de la BNF. Je vous invite à le consulter. Il est quand même passionnant. On va y revenir juste après. 600 personnes à table. Les 600 autres dansent, chantent et ensuite on tourne. Et on apprend que la fête dure jusqu'à 7 h du matin. Donc l'art de recevoir, on va dire, à la Limougeaude. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même assez plaisant à lire. J'attire une nouvelle fois votre attention sur les détails architecturaux de ce cliché, avec les pignons de l'usine, et surtout l'entrée de l'usine, matérialisée avec ce petit cabanon, on appellerait une guitoune en limousin, et ici, ce petit fronton, ce détail de façade, qui va nous servir à localiser un document juste après. Et le voici, ce document. Sur la gauche, c'est une photo que je ne connaissais pas d'avant. Paul Colmar est arrivé un matin au four en disant « j'ai trouvé une pépite ». Il me la montre. On lit la plaque qui a été notée à l'époque de ce photographe célèbre mais inconnu. On ne sait pas qui est ce photographe, on ne connaît pas son nom, mais on lui doit beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de sorties d'usines. Il a photographié beaucoup d'ouvriers et à chaque fois il notait ses plaques pour un repère géographique. Alors usine Théodore Haviland, très bien, mais est-ce qu'ils sont vraiment devant l'usine Théodore Haviland? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Eh bien on arrive véritablement à localiser ce cliché jusqu'à présent inédit grâce, vous voyez, aux détails qu'on retrouve dans le catalogue de 1912 où on aperçoit ici cette colonne et la cabane d'entrée qu'on retrouve juste là. Donc on est véritablement, on pourrait même pousser l'analyse à la gouttière, vous voyez, qui se trouve ici, au bout des 3 fenêtres. Et si on fait les 3 fenêtres, on trouve bien la gouttière qui est là. Donc il s'agit bien d'un cliché qu'on ne connaissait pas, et donc on est très content de l'ajouter à cette liste et qui nous servira pour la médiation sur l'histoire du site, etc. Donc de l'usine Théodore Haviland, avec les expressions, les tenues qu'on connaît du Limoges 1900. Alors c'est un peu long, c'est le seul texte que j'ai intercalé dans cette conférence, mais il est très riche, selon moi, pour comprendre un petit peu l'atmosphère autour de cette usine. On est en 1904, j'insiste bien sur la date. Et en 1904, donc, grande fête pour célébrer Théodore Haviland et le fait qu'il soit désormais chevalier de la Légion d'honneur. Un article de presse fait par le docteur Pierre Charbonnier et qui commence avec cette citation de Nadima Pacha, donc célèbre militaire et homme politique de Constantinople. « Les gens de bien comme les grands fleuves, les beaux arbres, les plantes salutaires ne naissent pas que pour eux-mêmes, mais aussi pour rendre service aux autres. » Alors c'est un peu long, mais si vous le permettez, je vais le lire parce qu'il est vraiment d'une importance capitale cet article. Loin de moi assurément toute idée de superstition, mais il faut avouer que certains incidents fortuits laissent en nous une trace ineffaçable. Il y a quelque 30 ans, enfant, je traversais avec mon grand-père, vers 10 h du soir, les prés marécageux de Beaupuy. Nous devisions gaiement des événements d'une bonne journée passée en famille. Quelques refrains du cru nous revenaient sans cesse et nous créaient une obsession que nous ruminions involontairement. Certaines farces de revenants, contées d'une façon magistrale par un narrateur à la mine convaincue, me tenaillaient encore avec ces fantastiques apparitions, quand tout à coup, à l'endroit même où se dresse immense la fabrique Théodore Haviland, apparurent subtiles et élancées des flammes semblantes heureuses de s'échapper de la terre pour se perdre dans les sphères éthérées. Saisi d'épouvante, je m'accrochai à mon grand-père, le priant de rebrousser chemin. Chose curieuse, je le vis sourire et sans la moindre trace de frayeur me tranquilliser. C'était en effet le feu follet que j'apercevais pour la première fois. Ce spectacle, assez rare du reste, me paraissait quelque chose de surnaturel. Nous restâmes longtemps persuadés, l'un et l'autre, que cette apparition du feu follet était le présage certain de quelque grand événement en ce lieu.
Aussi, involontairement, le soir du 2 janvier 1904, frappé de la magnificence étalée dans la grande fabrique de l'avenue de Poitiers, je revivais cette scène inoubliable de mon enfance. La fée électricité avec ses 1000 joyaux avait remplacé le pâle et furtif feu follet. Elle émaillait à plaisir de son nid de verdure des milliers de têtes réjouies. Comme sous l'âge d'or rêvé du travail, patrons et ouvriers, grandes dames et femmes du peuple, harmonieusement confondus, célébrés par des danses et par de royales agapes, la fraternité de sentiments exquis d'une cité de travailleurs en fête. Je relis ce passage tellement je trouve ça beau. Comme sous l'âge d'or rêvé du travail, patrons et ouvriers, grandes dames et femmes du peuple, harmonieusement confondus, célébrés par des danses et de royales agapes, la fraternité de sentiments exquis d'une cité de travailleurs en fête. 1904. Monsieur Théodore Haviland et ses fils, messieurs William et Guy Haviland, monsieur et madame Henri Deluse recevaient leurs invités. L'accueil fraternel qu'ils savaient faire à chaque convive augmentait en quelque sorte la prestigieuse sympathie dont ils étaient entourés. C'était là une fête de famille et comme la famille était grande, la fête avait pris des proportions gigantesques. Monsieur Théodore Haviland, chevalier de la Légion d'honneur le 14 juillet 1886, fonda sa maison en 1892. La fabrication débuta à la Pépinière et ce n'est qu'en juillet 1893 que la grande usine de l'avenue de Poitiers commença de fonctionner et aussitôt prit toute sa vitalité. Ce fut un événement de premier ordre pour le quartier et le passant qui traverserait aujourd'hui l'avenue de Poitiers ne soupçonnerait guère qu'il y a peu de temps presque rien n'existait où se dresse la fabrique Théodore Haviland. Pareille fête pouvait rester sans autre sanction. Il n'en a pas été ainsi avec Monsieur Théodore Haviland ne s'est pas contenté d'envoyer quantité de vins exquis à nos malades de l'hôpital. Il a de plus remis un billet de 1000 francs au bureau de bienfaisance. En somme, le grand industriel qui a nom Théodore Haviland semble avoir pris pour règle de conduite la maxime de Diderot, le plus grand de tous les plaisirs est d'en pouvoir faire. Docteur Pierre Charbonnier, donc Limoges, illustré 1904. Et un an après, 1905, sanglantes émeutes à Limoges, la ville est bloquée, les ouvriers revendiquent tout ce qu'on ne peut plus supporter dans les ateliers, etc. Je vais faire un passe là-dessus, il y a évidemment beaucoup d'écrits, mais c'est quand même intéressant de constater l'écart qu'il y a entre cet article, certes avec un manque d'objectivité journalistique de l'époque, un petit peu, soyons clairs, mais tout de même une célébration qui regroupait 1200 ouvriers dans l'usine et un an après, toute cette usine qui s'est mise en grève suite au comportement très litigieux de ce fameux notoire Penaud, contremaître qui, en tout bien tout honneur, voulait exercer son droit de cuissage sur une salariée de l'usine. L'usine Théodore Haviland se met en grève. Antoine Dalbis vous présentait la photo la dernière fois de la voiture de Théodore Haviland qui a été incendiée. Ces ouvriers montent l'avenue de Poitiers, récupèrent au passage les ouvriers de la fabrique Pleine Maison, 300 de plus. Ils descendent ensemble vers le faubourg Montjoly. Ils retrouvent la manufacture Reynaud, la manufacture Chaput qui est en face. En quelques centaines de mètres, c'est tout le quartier industriel de Limoges qui se regroupe, se fédère et manifeste. Donc voilà ce qui est à la fois surprenant en termes de rapprochement avec cet article et un petit peu prévisible si on analyse en détail tout ce qui s'est passé. Voilà les seules pièces de porcelaine que je vous présente ce soir très rapidement, puisqu'il faut rattacher une production à ce site. La manufacture Théodore Haviland a été célèbre pour de nombreux produits. Évidemment, la célèbre collaboration avec Édouard Marcel Sandoz à la sortie de la Première Guerre est étalée sur quelques années. Vous avez ce cabaret à gauche et à droite le décor centre pâquerette de Suzanne Lalique qui a été produit donc en 1930 et comme toute la production et les décors de Suzanne Lalique sur ce site. On aurait pu rajouter le décor Château de France de Jean Dufy et plein d'autres. Après la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart des usines, tout va être un peu plus compliqué. En tout cas, il va falloir trouver de la nouveauté, de l'innovation dans l'outillage et dans les dispositions. Théodore Haviland est décédé en 1921, si je ne dis pas de bêtises, et Charles-Édouard l'a suivi 2 ans après. L'usine est conservée grâce à la famille, à la descendance de Théodore, jusque dans les années 70. C'est en 72 que
William, le fils de Théodore, avait passé les rênes donc à son fils Théodore, donc petit-fils de Théodore. Et Théodore à Wieland, le petit-fils, donc va vendre l'usine à Wieland à Paul Coiffe. Et ensuite, c'est une succession de rachats pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que l'usine à Wieland soit transférée en zone nord de Limoges. Vous avez ici une vue aérienne qui nous permet de retrouver ce qu'on avait déjà à peu près en tête, c'est-à-dire l'agencement de l'usine, l'entrée qui est désormais recouverte par une passerelle et un fameux bureau ovale, nous y reviendrons, les restes des ateliers de décor, et vous voyez derrière ici un vestige de l'époque ancienne, le four Théodore à Wieland. Il n'en reste plus qu'un, donc voilà quand et comment on commence à l'appeler le four à Wieland, parce que même les autres usines à Wieland ont été soit rasées, soit transférées, donc il n'y a plus du moins de vestiges de la période du 19e siècle en termes d'outillage ou de cuisson. Donc voilà cette vue globale de l'usine. Ici, dans les années 70, donc la production est encore effective sur site. Voilà des vues de l'arrière quand la résidence La Fontaine s'est construite. Pareil, tout début des années 70. Regardez l'état de délabrement du four. Il y a des arbres qui poussent dessus. Voilà des détails que Paul Colmar était allé photographier à l'époque. Vous voyez, le four est vraiment sous la végétation. Donc on peut vraiment parler de lui comme un miraculé, c'est-à-dire qu'on l'a récupéré dans un piteux état il y a environ 6 ans, mais regardez depuis combien de temps ce four est véritablement sous la végétation. Voilà une vue ici antérieure à ce que je viens de vous montrer précédemment, mais on comprend évidemment que le four était dans un bâtiment à l'origine, toujours abrité des pluies et couvert de toutes ces intempéries. Et ici, donc plus en détail, la façade de l'usine avec, donc vous le voyez, le porche d'entrée. Cette petite cabane, évidemment, a été remplacée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale par donc une modernisation de ce bâtiment, avec ce qui s'appelait le bureau ovale, évidemment, en clin d'œil à l'histoire américaine, et qui servait donc de bureau à la direction de l'entreprise. Voilà d'autres vues, globalement. Vous avez ici en haut à gauche le carrefour avec l'entrée du parc Victor Thuya, également juste en dessous, et le four qui continue à exister, certes, mais encore une fois, sous la végétation. Regardez l'état des ferronneries de la cheminée, le clapet, etc. Voilà des photos assez atypiques. Ça, c'était assez plaisant également durant le chantier, durant les années que nous avons passées à défendre ce projet, d'inconnus pour nous ou d'adhérents qui se manifestaient en disant « Ah, mais attendez, j'ai des photos à vous montrer, etc. » Là, ce sont des photos qui ont été prises par monsieur Jean-Pierre Brun, un adhérent de longue date d'Espace Porcelaine. C'est vrai qu'ici, la neige a le pouvoir de photographier et d'adoucir un petit peu tout ce patrimoine endormi. En tout cas, ce sont les seuls clichés que je connaisse sous la neige de ce site. Mais après la neige, eh bien, voilà un petit peu la déshérence qui s'accentue avec la démolition qui se profile, puisque en 1991, il est décidé de transférer, comme je vous le disais, l'usine Théodore à Wieland en zone nord, sous la bannière Wieland SA. On aperçoit en haut à gauche ici l'ancien bâtiment du four-tunnel. Donc voilà pourquoi vous avez toute cette perspective et ces rails au sol. Les ateliers de façonnage, vous voyez ici les anciens modèles en plâtre. Et vous avez à droite ici les vestiges des bâtiments, notamment de décoration. Voilà la démolition entamée, donc on est en 92. Vous avez au premier plan ce qui était le monte-charge entre deux bâtiments à l'équerre. On aperçoit le portail d'entrée de l'usine derrière. Ici, voilà. Un cliché qui m'a été passé également par un adhérent de l'association, Christian Bron, que je salue. Également ici, une autre vue de la démolition, et avec, on ne le voit pas dans un premier temps, mais il est bien là, le four, vous voyez, avec la cheminée qui est juste là, et la végétation a encore poussé, on est en 92. Et fort heureusement, au moment de cette démolition, il y a, on va dire, une prise de conscience entre la ville de Limoges, la DRAC, de conserver une trace de cette usine.
le four est, on pourrait dire, soit une lanterne, un totem de cette, ou du moins la matérialisation de cette considération. Et le four va être conservé au milieu de tout ça. Vous voyez ici le terrassement qui est fait pour justement anticiper la construction de l'hôtel de police de Limoges. Donc le four à cette occasion est nettoyé. On va enlever les végétations dessus, etc. Je salue également les démarches de la préfecture à l'époque, puisque j'ai mangé son nom, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, un nom alsacien d'un secrétaire de cabinet du préfet de l'époque qui était également passionné de patrimoine industriel et qui a été très sensible à cette cause, parce que dans les archives de notre association Espace Porcelaine, j'ai trace de courriers, de correspondances déjà à la fin des années 80, début des années 90, entre tous ces personnages-là. Paul Robin également à la DRAC a été aidant dans ce projet. Voilà d'autres vues du four au moment du terrassement et de la construction du commissariat. Et le temps est passé, le commissariat s'est construit. À l'époque de la décision de conservation de ce four, une toiture en shingle, autrement dit un abri de jardin si vous préférez, avait été pensée, établie, en se disant, après nous le déluge en gros, parce que ces matériaux-là résistent au bout d'une dizaine d'années. Après, avec l'humidité, avec les intempéries, il est compliqué évidemment de les pérenniser. Alors, le temps passant, le four se dégrade. Et en 2019, notre téléphone sonne au four et Nicolas Védélago, donc conservateur des monuments historiques, m'appelle pour me dire voilà, il y a une procédure qui risque d'être engagée pour le four à Villande. Ah bon, pourquoi, comment, c'est pas possible? Eh bien si, c'est possible parce qu'il est ni inscrit ni classé et qu'à force de se détériorer, des bouts de la charpente s'envolent avec les bourrasques de vent et tombent sur les garages de la copropriété voisine. L'État, ne souhaitant évidemment aucun problème avec le voisinage et éviter tout risque d'accident, envisage toutes les pistes possibles. À nous de proposer des solutions. Alors les solutions, c'est aussitôt d'organiser un tour de table. Le tour de table est organisé dans les bureaux de la ville de Limoges, au service patrimoine. Il y avait donc les élus et responsables du patrimoine et de la culture de la ville de Limoges, que l'on avait conviés donc à la première réunion, évidemment les services de l'État. Céline Paul était là pour le musée national Adrien Dubouché. Nous étions 4 d'Espace Porcelaine. Il y avait Alain Chassagnard, à l'époque président, Philippe Frontier, administrateur et partie et cheville active d'Avilande, Pierre-Henri Lefebvre d'Espace Porcelaine et moi-même, avec également Michel Toulet pour Renaissance Vieux Limoges et une chargée de mission de la Fondation du patrimoine. Nous étions arrivés armés, entre guillemets, à cette réunion avec des lettres d'intention. Et je remercie vivement Laurent Blondeau qui avait déjà à l'époque fait une lettre d'intention pour dire c'est un patrimoine chargé d'histoire qu'on ne peut pas laisser disparaître. Je remercie vivement la famille d'Albis qui avait également fait une lettre d'intention pour dire ce serait dommage que cette mémoire qui a bâti la ville de Limoges disparaisse. Je remercie vivement la fondation Avilande aux États-Unis, Avilande Collectors International Foundation, d'avoir fait une lettre d'intention et j'en passe. Sur ce, la ville dit on comprend l'intérêt, mais on ne peut rien faire. Les moyens sont ce qu'ils sont. On pourra difficilement vous aider d'un point de vue financier. Bon, qu'à cela ne tienne. À la sortie de cette réunion, on se dit ça va être compliqué, mais on va engager des devis pour savoir de quoi il s'agit, avoir une expertise, savoir vraiment ce qu'il faut faire et combien ça coûte. Et on apprend par voie de presse en 2020 que, ou peut-être même la fin d'année 2019, mais à peu de temps près, que le four à Villande est retenu pour représenter la Haute-Vienne à la mission Berne, l'auto du patrimoine. Et cela garantit une certaine enveloppe. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais quelque peu empoisonnée. Évidemment, c'est une excellente nouvelle parce que ça libère des fonds. Mais empoisonnée dans le sens où on a été pris de court. Et que personne, que ce soit Espace Porcelaine ou d'autres structures, n'a pu réagir convenablement, de façon structurée en tout cas, pour se positionner et faire en sorte que ces fonds soient utilisés. Autrement dit, la Française des Jeux qui est derrière cette levée de fonds, c'est l'État. Le four à Villande est sur une parcelle qui appartient à l'État.
Le ministère de l'économie est propriétaire des biens du ministère de l'Intérieur depuis une certaine loi de 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez déjà, quand on parle du four à Villande d'un point de vue travaux ou autres, on a deux interlocuteurs, le service de l'État, et il faut qu'ils s'entendent entre eux. Donc tout cela est un petit peu compliqué, on nous dit super, bon ben maintenant, qui se mouille, qui va faire les travaux, qui va prendre la maîtrise d'ouvrage? On se dit, bon, on refait des réunions, on continue, nous n'avons pas la réunionnite à Espace Porcelaine, mais on était bien obligé d'essayer de structurer un petit peu tout ça et ses forces en présence. Et le temps passant, les problèmes continuaient, puisque des bourrasques de vent et des éléments de charpente tombaient sur le garage des voisins. Alors rapidement, et là je leur rends un grand hommage, les services de l'État ont fait installer des bâches sur le four pour le protéger. Autrement dit, ils nous ont fait gagner du temps, un temps précieux. Ça a quand même coûté un certain prix de faire venir les entreprises pour installer ces protections le temps qu'on trouve une solution. D'accord ? Il est déjà compliqué aujourd'hui, je pense, pour entretenir une flotte de véhicules dans les commissariats. Alors dépenser des sous pour aller bâcher un four qui ne fonctionne plus, il a quand même fallu le faire admettre à un certain moment. Donc je salue vraiment ces personnages-là. Et particulièrement M. Labetoul, qui est directeur de l'action foncière du SGAMI, le secrétariat général de l'administration du ministère de l'Intérieur. J'ai rencontré des gens exceptionnels par ce biais. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la droite, le four est protégé. Et rapidement... Pas vraiment, mais en tout cas, maintenant que je revois ces photos, je me dis, ça a été assez rapide si j'en crois à l'expertise de M. Madjaref au préalable, en disant, eh bien, au bout de 2 ans et demi, on a trouvé un montage. Et je suis obligé, mais avec plaisir, de saluer mon conseil d'administration qui m'a quand même suivi dans une affaire à hauteur de 300 000 € pour une association qui a un budget oscillant entre 150 000 et 200 000 €. Vous voyez le risque, d'une certaine manière, qu'on prenait, même si tout était calculé, structuré, c'était quand même un chantier colossal pour une petite association du patrimoine comme la nôtre. Donc, même s'il y avait des fonds assurés par la Mission Berne, il y avait quand même des à côté, de l'entretien d'espaces verts, du temps structurel tout simplement pour accompagner les montages administratifs, répondre à tous les besoins justement d'information, etc. Donc tout cela a été mis en place et le chantier a pu convenablement démarrer en janvier 2024. Lors de la construction de l'échafaudage, nous étions tous évidemment très contents parce que c'était la concrétisation d'un travail de 4 ans. 4 ans de bataille, de patience, d'analyse, etc. Donc je vous l'accorde, ce n'est pas Notre-Dame de Paris, mais un échafaudage comme ça sur un élément du patrimoine à Limoges, croyez-moi, c'était assez satisfaisant. L'entreprise Blanchon a été, disons, sélectionnée pour répondre à ce travail. Nous avions déjà collaboré avec l'entreprise Blanchon au préalable concernant l'espace porcelaine. Blanchon, à cette époque, était présidé par Didier Bell, à qui je rends hommage également, parce que Didier Bell est un ancien d'Aviland. Donc voilà comment on a pu faire passer aussi certaines choses auprès de l'entreprise. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs à Limoges, c'est que si on creuse un petit peu, il y a forcément un lien avec la porcelaine. Donc ce sont des cartes qu'on utilise souvent, en tout cas dans le système D d'Espace Porcelaine. Donc montage de l'échafaudage, et rapidement, ce qui va être très intelligent de la part de l'entreprise Blanchon, c'est de bâcher cet échafaudage pour gagner du temps. Parce que la priorité sur ce chantier, c'était évidemment la couverture. C'était mettre le four hors d'eau. Refaire toute cette couverture qui avait pris l'eau, qui était à évacuer et à reconstruire. Donc le fait de couvrir l'échafaudage permettait de travailler par temps de pluie et donc gagner du temps. Parce que nous étions preneurs d'une convention d'occupation pour travaux avec le ministère qui courait de janvier 2024 à octobre 2024. Et donc s'il avait fallu prolonger cette convention, on aurait pu évidemment perdre un peu de temps entre, donc ça aurait été handicapant d'une certaine manière. Donc fort heureusement, le chantier était couvert et on a pu respecter le calendrier. Vous voyez ici donc l'échafaudage abouti. La bâche que vous voyez sur la droite, c'était évidemment pour bien s'entendre avec les voisins quand il y avait du sablage, etc., et que ça ne tombe pas sur les garages de la copropriété. Je ne l'ai pas précisé, mais on le verra un petit peu mieux tout à l'heure sur les photos de fin de chantier. Selon mes recherches, il s'agit du plus grand four céramique de France, encore debout. C'est un four de 100 mètres cubes. Les cassots, c'est un 80 mètres cubes. 80 mètres cubes, en gros, c'est 8 mètres de diamètre, 8 foyers à la base. 100 mètres cubes, c'est 10 mètres de diamètre à peu près et 10 foyers à la base. Donc c'est vraiment un outil colossal de production.
Et la grande inconnue, pardon, je suis allé trop vite, la chose pour laquelle nous étions particulièrement pressés était l'analyse intérieure du four. Autant la partie basse, on y était déjà rentré lors des prises de devis, etc. Mais la partie haute, le globe du four, avait été bouché il y a très longtemps, briqué, muré, donc il fallait qu'un échafaudage soit là pour aller casser la porte, pénétrer à l'intérieur et, disons, diagnostiquer l'état du four. En engageant ces travaux, on n'était pas sûr que toute la construction du four soit bonne. On avait des avis d'experts sur l'extérieur, mais on n'avait pas analysé la voûte. On aurait pu avoir des surprises, on ne pensait pas trop, mais en tout cas, dès que l'échafaudage a été installé, nous étions là avec l'entreprise Blanchon pour casser la porte et rentrer à l'intérieur. Et là, surprise, presque un miracle, le four était comme neuf. Comme neuf. Regardez la voûte, quelques poussières en bas dues au passage de la cheminée, mais la voûte est exceptionnelle. On dirait qu'il a été construit hier. Alors il est exceptionnel aussi parce que sa légende est probablement vraie. On raconte, en tout cas j'entends depuis des années dans les rues de Limoges, c'est un four qui n'a pas cuit de porcelaine, il a cuit des gazettes. Possible, je ne sais pas. En tout cas, quand on rentre en bas, on va voir sur les photos qui suivent, il y a des vitrifications de vapeur d'émail. Donc il y a eu des produits à émailler, enfin, probablement des porcelaines. On ne sait pas. Je ne pense pas amuser à faire des briques émaillées dans ce four. Donc il a dû cuire un petit peu de porcelaine, mais pour des questions de tirage, un petit peu comme celui au Cassot, où on a dû à un moment donné augmenter la taille de sa cheminée pour des questions de positionnement sur la ligne des fours justement, et il avait un tirage plus fort, donc pour une meilleure régulation, on augmentait sa cheminée. Je pense qu'il y a des problèmes similaires avec celui-ci, parce que dans les prés de Beaupuy, là-bas, et l'avenue de Poitiers, c'était une longue pente, et ce four étant le premier sur les lignes des fours, a dû avoir quelques soucis de tirage. Donc voilà pourquoi sa cheminée était plus élevée. Et voilà probablement aussi pourquoi la voûte est d'une qualité exceptionnelle, parce que vous voyez, pas de fissure, rien. Donc il a dû peu chauffer à grand feu, autour de 1300-1400 degrés. On ne se rend pas bien compte sur ces photos de la taille, mais vous avez environ 9 mètres de diamètre à l'intérieur, ce qui fait une grande pièce. J'ai profité des photos justement de la visite de l'équipe du Musée national Adrien Dubouchet, parce qu'on se repère justement avec les tailles des gens. Donc vous voyez la taille du globe avec justement l'équipe en place ici. Donc vraiment une salle qui peut accueillir un groupe en visite sans problème. Et regardez encore une fois l'état remarquable de la voûte. Pareil en rez-de-chaussée ici, vous avez donc les fameux carnaux, des techniques de flammes renversées, ces trous ronds à gauche qui aspiraient les flammes et qui permettaient un meilleur travail d'homogénéité, de température et de circuit de feu. Et à droite, donc, vous nous voyez en train d'analyser tout cela et vous voyez donc des traces de vitrification dans l'axe des foyers. Et encore une fois, une grande salle de cuisson. On est sur 100 mètres cubes, c'est-à-dire au moins 20-25 000 pièces possibles en cuisson à l'époque. Rendez-vous compte de la production. Sur 2 allumages par mois en moyenne sur de tels fours, c'était vraiment une usine très productive, ça on le savait déjà. Et le chantier démarre rapidement, on le disait, en haut de l'échafaudage. On va fonctionner crescendo, c'est-à-dire de haut en bas, et il faut rapidement donc recouvrir le four, remplacer les briques parfois sur plus de 50 cm en arase. Vous le constatez sur la photo de gauche, vous voyez tout ce qu'il a fallu enlever parce qu'à force d'humidité, etc., les briques avaient trop pris l'eau et donc elles n'étaient plus bonnes. Donc les maçons commencent le chantier vraiment de haut en bas. Ensuite, ici, la pose de la charpente en bois qui sera ensuite recouverte de zinc, toujours avec l'équipe du Musée national Adrien Dubouchet. Vous voyez la taille du four, quand je vous dis que c'est un gros four, même si ce sont des photos qui ne rendent pas justice à la réalité. Quand on est vraiment en place, on constate tout de même l'importance architecturale d'un tel vestige. Ici, vous avez Sébastien, compagnon couvreur de l'entreprise Blanchon, qui a donc procédé à la couverture en zinc de tout ce globe. Aujourd'hui, soyons clairs, le four il est à l'abri pour plusieurs générations grâce à cette couverture-là. Ensuite,
un passage de brou de noix sous les bois justement de la charpente pour qu'ils vieillissent mieux. On a également grillagé toute l'extension de cette charpente pour éviter que le four devienne une volière et attire les nuisances que l'on connaît quand il y a trop d'oiseaux évidemment sur ce genre de construction. Et à droite, une vue de la charpente terminée. Ici, un travail colossal qui a été fait par l'entreprise G&D Savoir-Faire, traiter toutes les ferronneries du four. Alors vous voyez à peu près la taille du four, on le verra mieux sur les clichés suivants. Beaucoup de ces cerclages, à l'origine, pensés pour résister au coefficient de dilatation qui était énorme sur ces maçonneries en chauffe. Beaucoup étaient en train de tomber à cause de ces clés, ces équerres qui ne tenaient plus. On en voit une sur la photo centrale qui s'est cassée à force d'oxydation. On a tenu à être le plus juste possible dans la restauration de ce four. Et sur la photo de gauche, eh bien, vous avez une version originale ancienne et une version neuve. Donc vous voyez le travail de martèlement et d'oxydation qui essaie de se fondre au mieux dans la restauration du four pour qu'il n'y ait pas de verrues visuellement, pour que tout soit véritablement, du moins au plus proche de l'origine. Donc ce travail de ferronnerie a été très long, il a duré plusieurs mois, mais pareil, de haut en bas pour rendre au mieux un rendu particulièrement abouti. Comme la hotte en sortie de four, vous voyez sur la droite, ici, qui était complètement oxydée et toute percée, et des nouvelles lames ont été ajoutées pour, disons, rétablir sa silhouette. On est intervenu également sur la cheminée, ici, avec des entreprises de pente extrême spécialisées dans de telles opérations. Donc toute la cheminée a été passée au Karcher, les cerclages de la cheminée ont été traités également. Ça aurait été dommage de refaire tout le corps du four et de laisser la cheminée délabrée. Donc voilà, on a vraiment essayé de tout corriger. Et petit à petit, une fois ces travaux passés, en tout cas en altitude, l'échafaudage se démonte pour libérer, comme vous le voyez sur la droite, la nouvelle silhouette du four, en tout cas d'un point de vue de couleur et d'esthétique. Et je rends hommage ici à ces deux personnages qui ont la palme du temps le plus long passé, en tout cas sur le chantier, qui sont deux jeunes maçons de l'entreprise Blanchon. Vous avez Ahmed à gauche et Evan à droite, qui, depuis janvier jusqu'à leurs vacances d'été en août, sont restés tous les jours sur le chantier. C'est vous dire le travail de maçonnerie qui était nécessaire. C'est-à-dire rejointoyer, reprendre les enduits, à la chaux, certains endroits ciment, etc. Remplacer toutes les briques, jusque dans les foyers, les alandiers en bas. Un four de 10 mètres comme ça, c'est un peu plus de 200 000 briques réfractaires sur sa conception. Alors il y a de l'épaisseur de mur, mais il faut s'imaginer que ces jeunes ont quand même travaillé sur des dizaines de milliers de briques pendant 8 mois. Voilà. Et les finitions, où nous avons souhaité installer une coursive autour du four, non seulement pour anticiper la déambulation de passage de personnes en bas sur cette parcelle verte, et surtout pour travailler au mieux l'écoulement des eaux, parce que quand il va pleuvoir sur le four, ça va tomber de cette toiture en zinc, et ça va particulièrement tomber sur cette bande de béton qui va, on ne le voit pas sur la photo ici, mais qui est légèrement en pente pour envoyer au mieux les eaux de pluie vers l'extérieur du terrain et que ce soit au mieux absorbé. Voilà, on a essayé en tout cas d'anticiper un maximum de contraintes techniques pour la pérennité de ce monument. Définition autour, vous voyez toujours de cette coursive avec des cailloux pour que ce soit le plus esthétique avec l'identité de la brique du monument et éviter encore une fois que ces mauvaises herbes repoussent dessus, hein, on l'a vu sur les photos au tout début de la présentation. Regardez la qualité de restauration des cerclages et des fers sur la photo de gauche ainsi que de la haute. Une analyse, parce qu'on a découvert plusieurs choses quand même en supervisant ce chantier, sur les fours et leur technique et leur fonctionnement et leur outillage, notamment au niveau des alandiers, des foyers. La plupart il reste 5 vestiges de four, en tout cas à Limoges, que ce soit les Casseaux, le four Laporte sur le parking des impôts, le four Reynaud, Faubourg Montjoly, aujourd'hui au milieu d'une copropriété. Vous avez également le four Laplagne, le long de l'avenue Gallieni, on ne le voit pas de la route, et vous avez donc le four à Villande. Voilà les 5. Les 4 autres fours ont des foyers à charbon similaires, comme vous le voyez là. C'est-à-dire un cube, vous voyez, un gros rectangle. Pourquoi le four à Villande a des foyers en H comme ça?
ce n'est que ma supposition, mais le H, c'est clairement pour Haviland. Parce qu'il n'y a aucun intérêt technique, en tout cas, à modifier cette encoche. Vous voyez, on pourrait se dire c'est peut-être pour stocker un peu plus de ce charbon de mine qui est en gros morceaux et qui demande une consommation gigantesque. Pas véritablement, quand on regarde les fonctionnements, en tout cas dans les archives qu'on a, et puis les quelques personnes que j'ai pu connaître, et je rends hommage évidemment à mon mentor qui est Jacques Coudamy, il n'y a pas d'intérêt technique particulier pour ça. Donc c'est probablement plus esthétique qu'autre chose. Et ce qui conforte, on va dire, cette position, c'est aussi l'analyse qu'on a fait sur les briques. Nous allons le voir juste après. Donc là, rapidement, vous voyez le passage en flamme renversée avec les trous au centre, etc. On comprend partie haute et partie basse, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Voilà ce qui est intéressant et qu'on a découvert également sur le chantier. De toutes les briques que je relève à droite à gauche pour expertiser, on va dire, les productions justement de ces produits réfractaires qui accompagnaient l'industrie. On a des briques de chez Lachenot, qui était l'un des plus gros briquetiers de la région. On a des briques de chez Rouly également. Et puis des briques qui souvent ne sont pas signées, mais qui ont simplement une estampille esthétique. Mais la grande majorité de ces briques réfractaires n'avaient rien du tout dessus. C'est un produit vraiment tout venant. On aperçoit ici un autre modèle de la briqueterie du centre. Et là où je veux en venir, vous le devinez, c'est la brique centrale. Jusqu'à présent, ce site est le seul où nous avons identifié des briques estampillées de la manufacture, Théodore Haviland. Donc on a restauré avec le maximum de briques qu'on a retrouvées comme ça. Donc c'était quand même un petit détail assez intéressant à noter sur ce chantier. Je n'irai pas aux interprétations plus personnelles en ce qui concerne ces deux initiales. Et voilà le four Théodore Haviland, livré en septembre 2024. Le chantier concernant la sauvegarde et la restauration du four est terminé. Vous le voyez ici. Évidemment, c'est mieux en vrai qu'en photo. Nous y viendrons. Nous y travaillons encore. J'y étais encore aujourd'hui à 14h. J'étais content de constater qu'aujourd'hui à 14h, son allure est encore comme ça. C'est l'hiver, donc les mauvaises herbes n'ont pas trop poussé pour l'instant, mais ça, on l'anticipe également. Donc on est très content d'avoir aujourd'hui cette lanterne, ce phare, comme on veut l'appeler. En tout cas, j'y vois au travers de cette métaphore tout ce qu'on doit conserver de cette famille. Cette famille a bâti notre ville, clairement. Ils ont, au-delà l'outillage, au-delà les milliers d'ouvriers, d'ouvrières, d'artistes, etc., façonné le paysage de notre ville et bien au-delà. Donc on ne pouvait pas, évidemment, laisser pourrir, démolir un tel vestige. Donc on est content, grâce à toutes ces forces en présence. Ce n'est pas seulement l'espace porcelaine, comme on le disait, ce sont les services de l'État, la Fondation du patrimoine, que je tiens particulièrement à remercier, parce que c'est quand même l'enveloppe qui a permis tout cela. Il n'y a pas comment dirais-je, de secret de toute façon. C'est un chantier à 320 000 €, là, ce que vous avez sous les yeux, et c'est à peu près 300 000 € de la Fondation du patrimoine, et le reste, c'est notre association. Donc on est très content de tout cela. Maintenant s'engage un nouveau chantier avant de vous en parler sur site. Le chantier paysager. On a anticipé, on a commencé à planter de nouvelles essences pour créer des zones d'ombre, etc. Quand il va falloir recevoir du public sur site, évidemment, il va falloir le faire dans les meilleures conditions. Donc tout cela, on essaie de l'anticiper pour arriver à peu près à ce plan-là. Donc vous voyez la parcelle comme elle est présentée aujourd'hui. L'accès se fait par la rue Albert Camus, qui est une copropriété. C'est l'une des subtilités sur laquelle nous devons encore travailler. Vous avez le bosquet qui est au-dessus et qui nécessite beaucoup d'entretien. La zone d'ombre dont je vous parlais, où on a commencé les plantations, qui est en bas. Un chemin d'accès depuis le portail que l'on voyait juste là à gauche. Vous voyez, ça c'est la vue à gauche quand on est à l'entrée de la parcelle. L'exigence que nous avons de nos voisins et propriétaires, à savoir l'État et le ministère de l'Intérieur, c'est évidemment d'installer des brise-vues pour ne pas gêner, du moins vis-à-vis ou des vues vers le commissariat, en tout cas vers le local technique du commissariat. Les entrées et sorties des gardes à vue se font par l'arrière et on donne vraiment sur tout ça et sur les bureaux. Alors je comprends tout à fait que ces services de l'État nous disent isoler au mieux ce four si vous voulez amener de la médiation. Alors on n'a pas voulu
utiliser de matériaux plastiques ou quoi que ce soit. Donc on a planté, je ne sais pas si on le voit bien, enfin vous le devinez peut-être ici sur la gauche avec tous les copeaux qui sont installés le long du grillage, toutes les essences possibles à justement ce brise-vue autour de lierre, de jasmin, etc., tout en engageant évidemment une réflexion autour de la biodiversité. Le but, malgré la proximité avec le parc Victor Tuya, est de faire de cette parcelle un véritable patch vert. Patch vert à côté d'un quartier très urbanisé avec la résidence La Fontaine et tout ce qu'il y a au nord du parc Victor Tuya justement. Donc voilà pour ça, et voilà des images de synthèse de ce qui nous reste à faire. Dans le meilleur des mondes, nous souhaitons installer des gradines végétales qui donnent sur le four, parce qu'il y a encore un dénivelé fort entre le bosquet et le niveau du four, pour que ce soit des visites guidées, que ce soit de la médiation culturelle sous forme de spectacle, que ce soit théâtre, conférences, etc. Un local technique indispensable, évidemment, parce qu'il faudra garder en permanence sur ce terrain eh bien, des outils de jardinage, d'entretien, etc. Et ce chantier, eh bien, en gros, s'élève à 80 000 € aujourd'hui. Donc on se laisse, on va dire, 3 ans pour réunir cette somme. On a commencé à réunir des fonds déjà. Je remercie vivement votre association, je l'ai appris tout à l'heure, donc merci beaucoup. Vous avez dit petite somme. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de petites sommes dans le patrimoine. Vous savez, ce sont les petites sommes cumulées qui font les grands chantiers. Donc merci beaucoup aux amis du musée national Adrien Dubouché d'être sensibles à ce projet et de nous accompagner là-dedans. Et des collectes que nous avons également commencé avec des artefacts du site. Vous avez en haut à gauche l'une des pointeuses de l'usine Théodore Haviland que nous avons pu récupérer grâce à l'intermédiaire du docteur François Lemaire, que je remercie d'ailleurs, pour avoir justement transféré cette possibilité. Le tampon, vous voyez sur le tampon encreur pour les tonneaux d'expédition de l'entreprise, et le livre des tarifs, un des livres des tarifs en tout cas, des années 47, 48, 49, que nous avions dans le fonds Koudami, qui a été légué donc à Espace Porcelaine lors du décès de Jacques Koudami. Et je terminerai avec ces 2 clichés. Le four, au moment où nous avons signé la convention d'occupation pour travaux, au moment où mon président m'a dit « t'es sûr ?» Et à droite, la remise du chantier, où avec mon président, on s'est dit « c'était plutôt pas mal ». Voilà. Merci pour votre attention. Je pense que vous avez des questions à poser à notre ami Thomas, donc on va les prendre, surtout qu'on a un peu de temps.